Ce documentaire raconte la guerre du Vietnam vue par les Américains qui ont servi pendant le conflit. Il comporte des vidéos amateurs ainsi que des séquences d'archives rares qui ont été collectées à travers le monde et qui sont présentées ici en haute définition. Certaines scènes pouvant choquer, ce programme est destiné à un public averti. I was in World War II, fella, and I served 3 years. I know what it's about. What a Cuban doing? I have a son that's going to go into the army. We fight because we must fight if we're to live in a world where every country can shape its own destiny. Vietnam is not our war. We must say no. We will not be defeated. You have to stand on that principle, and if it's necessary to die on the principle, to die. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. We hope that peace will come swiftly, but that is in the hands of others. And we must be prepared for a long, continued conflict. La bataille de Ia Drang fera date. La victoire de l'armée américaine contre les soldats nord-vietnamiens est écrasante. 12 Vietnamiens sont morts pour chaque Américain tué. Ce constat incite le gouvernement américain à mettre en place une nouvelle stratégie. Search and Destroy. Recherche et destruction. La méthode est aussi simple que brutale. Débusquer les ennemis dans le Sud-Vietnam et les tuer en si grand nombre qu'ils ne seront plus en mesure de combattre. Pour la première fois dans l'histoire moderne de l'armée américaine, la victoire dans la guerre ne sera pas mesurée par la quantité de territoires conquis, mais par le nombre de tués. Mais tandis que les forces américaines et sud-vietnamiennes avancent péniblement dans la vaste province et ses fleuves sinueux, ils découvrent rapidement que l'ennemi a dressé lui aussi son propre plan de bataille. Les soldats du Viet Cong ont méticuleusement placé des dizaines de milliers d'objets piégés et de mines antipersonnelles. Ils ont creusé des centaines de kilomètres de tunnels pour déplacer armes et soldats en toute discrétion et attaquer par surprise. Mais leur arme la plus fatale, c'est l'infiltration. Ils se sont fondus dans la population civile si habilement qu'il est impossible de les distinguer des 17 millions de Vietnamiens du Sud. Les dirigeants américains comprennent que s'ils veulent gagner la guerre, ils doivent envoyer plus de soldats sur place. L'année 1966 devient l'année de l'intensification.
Le jour de la remise des diplômes, un des intervenants a cité le président Kennedy. Cessons de nous demander ce que notre pays peut faire pour nous. Demandons-nous plutôt ce que nous pouvons faire pour notre pays. Eh bien, plus j'entends parler du Vietnam, plus je commence à comprendre le véritable sens de ces mots. Les effets de l'intensification de la guerre sont ressentis dans tout le pays, y compris à San Bernardino où vit Barry Romo. C'est ça qui m'a amené à penser que si je croyais en cette guerre, il fallait que je rejoigne les rangs de l'armée et que je parte pour combattre. Il fallait que je transforme mes principes en actions concrètes. Quand j'ai dit à mon père que j'allais m'engager, il m'a dit qu'il ne voulait pas que j'y aille. Je lui ai répondu que lui s'était engagé en son temps. Il m'a dit que mon frère et lui étaient partis combattre des gens qui brûlaient des êtres humains dans des fours. Toi, tu pars combattre de pauvres fermiers qui ne veulent pas entendre parler de toi. Et puis je ne veux pas que tu meures. Mais il ne sait pas de quoi il parle. Nous sommes au Vietnam pour sauver ces fermiers des communistes. C'est pour ça que nous faisons la guerre. Tout le monde le sait, et tout le monde est derrière nous. Alors je lui ai répondu, « Désolé papa, malgré ce que tu penses, je m'engage dans l'armée. Je suis volontaire pour aller combattre au Vietnam. » Barry Romo vient d'effectuer ses 12 mois d'entraînement. Malgré cette préparation, il ne sait pas ce qu'il attend au Vietnam. Pas plus que Charles Brown, 28 ans, qui lui a pourtant servi 8 ans dans l'armée en temps de paix. Il y a quelques mois, j'ignorais l'existence même de tous ces hommes. Aujourd'hui, nous allons combattre côte à côte, et nous allons dépendre les uns des autres pour survivre. Quand j'étais encore à Fort Benning, et que j'entraînais les jeunes gars qui partaient au Vietnam, un de mes slogans préférés, c'était « Je vais aller au Vietnam. Je vais tuer du Viet Cong. » C'était très stimulant. Il faut rappeler que ça faisait 8 ans que je ne faisais que parler d'aller au front. C'était pas que j'avais envie d'y aller, mais c'était devenu un mode de vie. Nous avions des règles et un protocole bien établis. Mais au bout du compte, il n'y avait que le combat pour mettre à l'épreuve toutes nos méthodes. Brown est désormais officier en second d'un peloton de 30 soldats de la 173e brigade aéroportée qui balaye la province de Tay Ninh, un territoire tenu par le Front National de Libération du Sud, le FNL, aussi appelé le Viet Cong. Parmi mes gars, beaucoup viennent de villes comme New York et Chicago. Ce sont des citadins, ils n'ont jamais quitté la ville. Aucun entraînement ne pouvait les préparer à cela. Le Vietnam, c'est un autre monde. En journée, la moyenne des températures dépasse les 40 degrés Celsius et le taux d'humidité est de 100%. Les hommes sont comme dans un sauna. Ils doivent traverser une jungle de 2,50 m de haut, faite de bambous et roseaux coupants, couverts de ronces épaisses. Mais la végétation n'est pas le seul problème. Le pays est également infesté par des milliers d'insectes et de serpents venimeux, dont l'un des plus mortels au monde. Le Bongar Hanley, surnommé « serpent 2 pas ». Après sa morsure, ses victimes auront le temps de faire 2 pas avant d'être terrassées. Brown et ses hommes se fraient un chemin dans ce territoire hostile, craignant à tout instant de tomber sur une mine ou une embuscade et guettant le moindre signe de la présence du Viet Cong. Je vois 2 bicoques un peu plus loin. J'appelle le QG par radio pour les prévenir que nous allons les inspecter vite fait avant la tombée de la nuit. 2 de mes gars commencent à râler et veulent savoir pourquoi on est obligé de fouiller tous les campements que nous découvrons. Mais je leur dis que c'est ça leur boulot. Alors ils n'ont qu'à la fermer et bosser.
En arrivant, Brown et ses hommes se rendent rapidement compte qu'ils ont découvert un campement du FNL. Bien sûr, il est abandonné. Les soldats du FNL disposent d'un réseau sophistiqué d'éclaireurs qui les alertent de la présence américaine et leur permettent de choisir où et quand ils veulent se battre. Pour l'heure, le mieux que les Américains puissent faire, c'est de détruire les armes et munitions qu'ils trouvent. Je passe mon temps à dire aux gars, il faut y aller doucement, il faut prendre son temps quand on fouille. Mais ils m'écoutent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est en finir et retourner au camp. Il y en a un, il pense que ça fait tellement longtemps qu'il est là, qu'il sait tout sur tout. Vous savez pas ce qu'il fait? Au lieu de fouiller doucement le riz pour voir ce qu'il y a dedans, il retourne carrément un des sacs dans lequel une mine était cachée. La mine explose et Brown et 2 de ses hommes sont touchés par le shrapnel. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère médical est en route pour les emmener vers un des 18 hôpitaux militaires du Vietnam. The emergency call indicated that there are 3 injured, wounded GIs. We're on our way flying above what has to be considered insecure, hostile territory. GIs on board. At least one of them is hit pretty bad. We took a little fire on the way out of this pickup area. Nous avions entendu parler des missions recherche et destruction. Et nous étions même passés à la pratique à l'école des officiers et ailleurs. Mais y aller pour de vrai, c'est très différent. C'est pas comme dans les films, où la journée, ils vont sur le terrain et le soir même, ils sont de retour au camp, à boire des bières ou fumer de la marijuana. On partait 30, 35 ou 40 jours à chaque fois. 24 heures sur 24. Le sous-lieutenant Barry Romo, 19 ans, arrive au Vietnam au mois de juillet 1967. Il remplace un chef de peloton qui a été gravement blessé par une mine antipersonnelle au cours d'une opération de recherche et destruction. Romo opère dans la province de Quang Nam, à 500 km au nord du lieu où Charles Brown a été blessé. Il dirige un groupe d'environ 30 hommes dans une mission similaire, en proie au même danger. Le plus dur, c'est d'avoir l'impression d'avancer dans le noir. C'est ce sentiment que vous ne serez jamais à l'abri nulle part, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Tout à coup, des tirs de mortier et des coups de feu sifflent dans tous les sens. Personne ne sait ce qui se passe ni dans quelle direction se trouve l'ennemi. Je me mets à hurler à mes hommes de se mettre au sol pour former un périmètre de défense. Mais tout le monde crie et tire dans tous les sens. À ce moment-là, je me rends compte qu'un de mes escadrons est coincé. Ils sont sous les feux croisés de nos troupes et de l'ennemi, et se font tirer dessus de tous les côtés. Il faut que je fasse quelque chose. Alors je crie aux autres de me couvrir, et je cours à toute vitesse vers mon escadron.
Ils sont tous blessés. Tous les hommes sont gravement blessés. Et 2 d'entre eux sont morts. Un de mes hommes avait été projeté à 30 mètres. Et sous le choc, ses entrailles avaient été réduites en bouillie. Je me suis rendu compte que si je ne les sortais pas de là, ils allaient tous y rester. Les médévacs ne veulent pas atterrir parce que nous essuyons trop de tirs de l'ennemi. Mais je hurle dans la radio et je leur dis que je vais me mettre au beau milieu du champ et qu'ils ont intérêt à venir chercher mes hommes. Après cette mission, mon commandant m'a dit qu'il allait demander qu'on me remette l'étoile de bronze. Pour ma part, je pensais que ceux qui méritaient de recevoir cette étoile, c'étaient mes hommes qui étaient morts. Je ne voyais pas l'intérêt. Je trouvais injuste qu'il ait fallu que mes hommes meurent pour que je reçoive cette médaille. À mesure que les pertes américaines augmentent, le président Johnson rappelle aux Américains que le but de la guerre n'est pas seulement d'endiguer l'avancée du communisme. Il existe une cause bien plus noble encore pour justifier la guerre au Vietnam. Every American must know exactly what it is that we are trying to do in Vietnam. Our greatest resource really in this conflict is your understanding. Pendant l'été de l'année 1967, les États-Unis envoient plus de 500 millions de dollars d'aide au Vietnam Sud. Plus d'1,5 million enfants fréquentent désormais les centaines de nouvelles écoles qui ont été construites. Et pour la première fois, des centaines de milliers de civils vivant dans la misère reçoivent des soins médicaux modernes. Here's a goal that's worthy of the deeds of our brave men. The people of Asia do matter. And I pledge to all those that are counting on us, you can depend upon us. Because all Americans will do our part. Depuis que Ben et moi nous sommes mariés, notre vie a été régie par l'armée. Mais je suppose que c'est le prix à payer quand on tombe amoureuse d'un militaire. Anne Purcell a épousé Ben, un militaire de carrière, en 1951. Après 16 ans de mariage, 5 enfants et de nombreux déménagements, ils se sont installés à Boonville, dans le Missouri, où Ben est stationné. Il est colonel. Ben et moi savions bien qu'il finirait par être appelé au Vietnam tôt ou tard. Donc on s'est dit que s'il se portait volontaire, notre famille aurait le choix de rester installée là, puisque cela faisait déjà 4 ans que nous étions à Boonville et qu'on s'y sentait chez nous. J'avais très peur qu'il parte, mais je savais que c'était son devoir, et donc je me suis fait une raison.
Juste avant de partir pour l'aéroport, Ben m'a offert un magnétophone. Il va en emmener un avec lui au Vietnam et je garderai l'autre pour qu'on puisse s'enregistrer et s'envoyer des bandes par courrier. En arrivant à l'aéroport, j'embrasse une dernière fois Ben. Et je lui dis qu'il ferait mieux de ne pas trop tarder à utiliser son magnétophone là-bas, pour que je sache au plus vite que tout va bien. Après des centaines de missions de recherche et destruction, notamment des raids d'une envergure phénoménale mobilisant plus de 30 000 soldats en même temps, les soldats américains sont gagnés par la frustration. Ils peinent à débusquer les soldats du Nord-Vietnam et du Viet Cong, qui refusent de mener des combats de front, face à face. À la fin du mois d'octobre 1967, les forces américaines parviennent à localiser 6 000 soldats ennemis en train de se regrouper près de la base américaine de Dak To, dans la province de Kon Tum. Plus de 6 500 soldats américains et sud-vietnamiens, des hélicoptères de combat, des bombardiers et des B-52, le fleuron de l'arsenal aérien des États-Unis, sont déployés dans la région. Le 3 novembre 1967, en milieu de matinée, le premier groupe de B-52 s'apprête à larguer près de 6 tonnes d'un explosif puissant pour ouvrir la voie aux troupes au sol. Le plus grand affrontement avec l'armée du FNL depuis la bataille de Ia-Drang est sur le point de commencer. Des bombardiers nous ont survolé toute la matinée. On sent le sol vibrer sous nos pieds. C'est horrible. Charles Brown s'est remis de ses blessures et il est de retour parmi la 173e brigade aéroportée. Il doit prendre la relève des troupes américaines engagées dans des combats intensifs dans les environs de Dak To. À mesure qu'on se rapproche, on entend le bruit des coups de feu. On entend le bruit des tirs des M16 et des AK-47 qui fendent l'air. Le bruit des arbres qui se fendent. Des hommes qui crient. À quelques pas de là, les unités de reconnaissance lancent un appel radio. Ils sont pris dans une embuscade et ils se retrouvent coincés à seulement quelques mètres de nous. Ils hurlent au secours. Il faut qu'on agisse vite si on ne veut pas qu'ils soient tous tués. Le commandant attrape la radio et leur dit de se mettre tous à terre et de rester au sol. Il se retourne et m'ordonne de prendre le reste de l'escadron avec moi pour aller voir ce qui se passe. Comme je savais que nos hommes étaient à terre, je me suis avancé en tirant dans tous les sens, à la hauteur de ma taille. Et on a arrosé la zone. Brown Charles, sergent d'état-major E6, médaille de l'étoile de bronze avec une feuille de chêne et un V pour Valor. Pour son héroïsme dans des opérations militaires contre des forces ennemies près de Dak To, République du Vietnam. Après 3 semaines de combat, les forces américaines et sud-vietnamiennes sont parvenues à empêcher l'armée nord-vietnamienne de détruire la base américaine de Dak To. Mais des 6 000 soldats ennemis repérés dans la région, seulement 600 auraient été tués. Les 5 400 soldats restants opèrent une retraite stratégique en direction du Laos et du Cambodge.
Les lois internationales interdisent strictement aux Américains de traverser ces frontières. Espérant arrêter l'armée nord-vietnamienne avant qu'elle ne quitte le pays, les Américains se lancent à leur poursuite. Let's go, Bravo! Le 19 novembre 1967, les soldats américains retrouvent 2000 soldats ennemis postés sur la colline 875, appelée ainsi parce qu'elle mesure 875 mètres de haut, à seulement 6 km du Cambodge. Ils doivent immédiatement prendre d'assaut la colline. Il n'y aura pas de repos pour les guerriers. Il y a 2000 soldats nord-vietnamiens sur la colline 875 et le commandement voudrait qu'on les attrape tous. Quelques heures après le début de l'assaut, le sergent Charles Brown et son bataillon sont téléportés sur la colline 875 pour rejoindre le combat. Ils sont déposés dans une zone en sécurité, hors de portée des tirs ennemis. Cet endroit ressemble déjà à l'enfer à cause de tous les combats qui s'y sont déroulés. Les arbres sont fendus et abattus. Il y a de la fumée qui s'envole au loin. Cet endroit a été totalement dévasté. Il n'y avait même plus d'arbres pour se cacher. Plus rien. C'était incroyable. Tout avait été détruit. En avançant vers les autres unités de soldats américains, Brown et ses hommes ne se doutent pas des atrocités qu'ils vont découvrir. L'armée nord-vietnamienne a transformé la colline 875 en une forteresse entourée de bunkers préfabriqués et de voies d'évacuation de secours choisies avec précaution. C'est un piège dans lequel les Américains sont en train de se jeter inexorablement. Au crépuscule, pendant que nous avançons, nous entendons les tirs de mortier et d'artillerie qui explosent quelques kilomètres plus loin. Devant nous, les hommes se mettent à chuchoter à chaque fois qu'ils passent à côté d'un cadavre. On a l'impression de n'entendre plus que ça. Cadavre. 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 When the truth is found to be lies, know the joy within you. Il y a 5 heures, on était en pleine jungle. Et maintenant, je suis là en train d'ouvrir une petite bière pendant qu'une nana se dandine devant moi. À 500 km au nord, le lieutenant en second Barry Romo et son peloton ont un répit de 2 jours après les 30 jours continus de leur mission de recherche et destruction. Le truc dingue au Vietnam, c'est que vous pouvez passer vos journées sur le terrain à flipper de vous prendre les pieds dans un piège ou de marcher sur une mine. Et d'un seul coup, ils viennent vous chercher en hélicoptère. Et vous emmenaient loin de la zone de combat. Là, ils vous reprenaient votre fusil et vos grenades. Ils vous larguaient sur une plage, comme dans Apocalypse Now, pour faire un grand barbecue. Ils apportaient des tonnes d'alcool. Et au bout de 2 jours, ils vous remettaient dans les hélicoptères. Ils vous rendaient vos armes et ils vous emmènent dans une nouvelle zone d'opération. Et c'est reparti pour 30 jours de plus.
vraiment étrange. Tout ce qu'il y a de sûr ici, c'est que personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Un des officiers que je formais m'a dit « Les Viettes, c'est comme des poissons dans une mer de gens. Et notre boulot, c'est d'assécher cette mer. » Je me suis dit qu'il était dingue de dire un truc pareil. Mais après quelques mois passés ici, je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. Le lieutenant en second Barry Romo est à nouveau sur le terrain et fouille un village sud-vietnamien. Les civils sympathisants du Viet Cong cachent des armes et des munitions, tandis que les partisans de l'action américaine restent discrets, craignant les brutales représailles des communistes. Les Américains ne parviennent pas à différencier leurs amis de leurs ennemis, et les villageois sont pris entre deux feux. On nous raconte que les soldats du Viet Cong menacent ces gens de mort s'ils ne les aident pas. Donc je me dis qu'ils sont pas vraiment responsables. En même temps, quand on retrouve une cargaison d'AK-47 cachée dans le poulailler d'un villageois, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est de sa faute si nos potes meurent au combat. Pourtant, aux dernières nouvelles, ce sont ces gens-là que nous sommes venus aider. Mais on a l'impression que eux, ils s'en cognent de nous aider. Jamais un Vietnamien ne m'a dit « Ne prenez pas ce chemin parce qu'il y avait une mine ». Ou n'allez pas dans cette zone parce que les Vietnamiens du Nord préparent une embuscade. Votre moralité en prend un coup. Votre patience en souffre. Au bout d'un moment, nos soldats se sont mis à accuser tous les Vietnamiens sans discrimination d'être responsables de nos morts. Et un processus de déshumanisation du peuple que nous étions venus aider s'est opéré. Ce n'est pas comme la guerre que mon père a faite. Nous ne combattons pas des nazis en uniforme tout en marchant sur Berlin. Ici, il faut qu'on devine jour après jour ce qu'on doit faire. Et si on doit choisir entre protéger la vie de son pote ou celle d'un de ses villageois, on sait d'avance qui on va choisir. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et tout ce qu'on veut, nous, c'est sortir d'ici et rentrer chez nous vivants. À chaque fois qu'un de ces hélicos essaye de venir nous réapprovisionner, l'armée nord-vietnamienne les descend. On en a déjà perdu 2. Le sergent Charles Brown et la 173e brigade aéroportée sont cloués sur les flancs de la colline 875. Au cours des dernières 48 heures, les armées des États-Unis et du Sud-Vietnam ont tenté plusieurs fois de prendre la colline. Mais pour l'instant, leurs efforts ne sont récompensés que par un nombre croissant de morts et de blessés. Les Vietnamiens du Nord s'étaient planqués dans la jungle, très très loin. Nous allions devoir tout brûler pour les faire sortir. Chaque bataillon avait pour ordre de renvoyer un de ses gars au camp pour apprendre à se servir de lance-flammes. J'ai envoyé un de mes seconds, Billy Cupid, un petit costaud qui venait de Chicago. Et je lui ai dit de se familiariser avec le lance-flammes. Lance-flamme en main,
les troupes américaines se préparent à l'assaut final de la colline 875. J'ordonne à mes gars de se mettre en position. Tout à coup, des tirs de mortier et de roquettes pleuvent sur nous. Les obus sifflent au-dessus de nos têtes. Les hommes hurlent et tirent dans tous les sens. La fumée commence à me prendre à la gorge. Les tirs des pistolets et des mitraillettes fendent l'air. Il s'est lancé vers la colline avec son lance-flamme dans le dos. La bonbonne de fioul a été touchée par un bout de shrapnel et le choc a tué Billy. L'espace d'un instant, je suis pétrifié par la vision de cet homme qui est en train de mourir sous mes yeux. Mais les tirs ennemis me sortent rapidement de ma torpeur. Ils ne s'arrêtent jamais et viennent de toutes les directions. Il n'y a plus vraiment de tactique qui tienne. Tout ce que je peux faire, c'est avancer et tuer tout ce qui est sur mon passage. Seulement 2 hélicoptères sont arrivés depuis que nous avons pris la colline. Et ils ne nous ont apporté que le strict minimum. Des munitions, de l'eau, des rations. Et des sacs mortuaires. Plein de sacs. Le 23 novembre 1967, après 5 jours épuisants de combats rapprochés, les forces américaines, dont le bataillon du sergent Charles Brown, finissent par prendre la colline 875. Entre les pertes humaines qui ont eu lieu au cours de cette bataille et celles des 3 semaines précédentes, la 173e brigade a perdu 1/5 de ses troupes de combat. Les toubibs viennent chercher les soldats blessés et leur donnent des petites gorgées d'eau et des piqûres de morphine. Je les admire. La plupart n'ont pas plus de 18 ou 19 ans. Mais ils se sont battus mieux et plus vaillamment que tout ce que je pouvais espérer. L'armée voulait faire d'eux des soldats disciplinés et professionnels. C'est comme ça qu'ils se sont battus. Bien qu'ils soient parvenus à prendre la colline, les soldats américains n'ont pas atteint leur objectif: tuer tous les soldats ennemis de la province de Kon Tum. Des 6000 soldats nord-vietnamiens qui avaient été repérés, seulement 1400 ont été tués. Les autres se sont enfuis au Laos et au Cambodge au cours de la nuit précédant l'assaut final. 6 jours seulement après leur victoire si coûteuse en vie humaine, les troupes américaines abandonnent la colline 875. Selon la stratégie de recherche et destruction, la victoire n'est pas mesurée en territoire conquis, mais en nombre de cadavres ennemis. La colline 875 ne présente plus aucun intérêt. Et il ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il n'y aurait pas d'Iwo Jima au Vietnam. On n'aura jamais la satisfaction de planter notre drapeau et de crier victoire. On aura eu la satisfaction d'avoir rempli la mission que l'on nous avait confiée. Nous savions que nous étions plus forts. Nous savions que nous avions tué tous ceux qu'il y avait à tuer et détruit tout ce qu'il y avait à détruire. Nous ne savions pas à l'époque que certains d'entre eux avaient réussi à s'enfuir. C'est une des aberrations de la guerre du Vietnam. À chaque fois qu'on prenait un territoire, on l'abandonnait et l'ennemi y revenait.
Mais nous avons quitté la colline en héros. Nous avions réussi à prendre la colline 875. C'est dans cet état d'esprit de vainqueur que nous l'avons quittée. Nous avions perdu des copains. Il y avait eu des morts. Mais nous avions vaincu notre ennemi sur la colline 875. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it. L'opinion publique américaine, effondrée par le nombre de morts au combat, peine à saisir l'aspect positif de la tactique mise en place au Vietnam. Un demi-million de soldats combattent déjà au Vietnam, mais le président Johnson et ses généraux sont convaincus que la guerre a pris un tournant décisif. Ils lancent une gigantesque campagne de sensibilisation afin de reconquérir l'opinion publique. Selon eux, non seulement la victoire est certaine, elle est imminente. Mais seulement si le peuple américain accepte de soutenir cette guerre. I could quote a number of meaningful statistics, such as the roads that are being opened, the number of weapons being captured, and other statistical information which suggests that we are making progress and we are winning. Today I can tell you that military progress in the past 12 months has exceeded our expectations. And so I report to you that we are going to continue to press forward. We will provide all that our brave men require to do the job that must be done. Let the world know that the keepers of peace will endure through every trial, and that with the full backing of their countrymen, they are going to prevail.